Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être aujourd'hui devant vous dans ce prestigieux amphithéâtre de la Maison de la Chimie. Merci d'abord à Alexandre Guyaris pour son invitation. C'est toujours avec un grand plaisir que j'honore vos invitations. Ce n'est pas la première fois et Dieu sait que vous avez un rôle important, notamment pour faire évoluer la législation dans ce domaine sensible que représente la délinquance des mineurs. Alors, effectivement, je suis commandant de police, comme vous l'avez présenté. Je suis également auteur d'un ouvrage, Les tabous de la police dans un premier temps et la délinquance des mineurs, un peu 3 ans après, que j'ai écrit, toujours chez le même éditeur. À travers cet ouvrage, en fait, j'ai voulu tirer la sonnette d'alarme et surtout interpeller nos concitoyens ainsi que nos dirigeants sur ce défi majeur que représente la délinquance des mineurs. Alors la délinquance des mineurs, ce n'est pas qu'un problème de sécurité, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est d'abord un sujet qui doit nous interroger sur la manière d'éduquer nos enfants, le rôle de l'école, on en parle énormément en ce moment, et surtout sur les insuffisances de la politique de la ville. Sans oublier, bien sûr, les questions de justice des mineurs, et je pense que ce sujet sera largement développé durant cette journée. Alors, comment se présente la réalité aujourd'hui ? Je ne vais pas rentrer dans une querelle statistique, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la façon dont on mesure la délinquance, et en particulier la délinquance des mineurs, entre les chiffres donnés par l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, les statistiques officielles du ministère de l'Intérieur, les enquêtes de victimation. Je pense qu'à partir de chiffres, on pourrait faire dire beaucoup de choses, et je pense qu'il faut être très très prudent sur la façon de mesurer ce phénomène sensible. Alors, le constat que je fais, moi, il s'articule autour de 4 idées principales que je vais développer devant vous, si vous le permettez. En tout cas, c'est de cette façon dont les policiers interprètent, reçoivent la réalité au quotidien. Parce que les policiers sont d'abord les premiers intervenants lorsqu'une infraction se déroule. Nous sommes là pour d'abord accueillir les victimes, les plaignants, prendre leurs plaintes, faire des enquêtes sous l'autorité du parquet, bien évidemment. Donc nous avons un regard qui nous permet, qui est assez pragmatique et assez précis de la réalité. Alors, les délinquants, il faut le savoir, apparaissent comme de plus en plus jeunes et de plus en plus violents, et encore plus qu'ils ne l'étaient au début des années 80. Alors c'est vrai que c'est une réalité qui est difficile à quantifier, mais elle est perçue avec beaucoup d'acuité. Et bien sûr, l'actualité vient souvent en renfort de nos constats. Et Dieu sait qu'on a beaucoup parlé ces dernières semaines du procès d'Échirolles, avec les meurtres horribles de Kevin et Sofiane. Un jeune, oui, ce n'est pas seulement un être vulnérable qu'il faut protéger, ça peut, dans de nombreux cas, être un monstre en puissance. Alors pour revenir à ce drame qui s'est déroulé à Échirolles, en Isère, en 2012. Je connais bien cette ville puisque j'en suis originaire. Et j'ai vu la nette dégradation de la situation au fil des années. Ce lynchage qui a coûté la vie à ces 2 jeunes hommes, il témoigne d'abord de la barbarie de certains actes commis par des délinquants de plus en plus sûrs de leur impunité. Et ce thème de l'impunité, il devrait être évoqué systématiquement lorsqu'on légifère sur cette question de la justice des mineurs. Il faut savoir que 2 des 12 accusés étaient mineurs au moment des faits et ils ont été poursuivis devant cette cour d'assises des mineurs pour avoir lynché et tué leurs victimes avec une sauvagerie qu'on ne s'imagine même pas. Kevin, l'étudiant en master, lui a été poignardé à 8 reprises. Quant à Sofiane, éducateur spécialisé, lardé de 31 coups de couteau et achevé à coups de marteau. Alors, je ne voudrais pas en rajouter dans l'horreur, mais il faut savoir que parmi ces accusés, 3 d'entre eux se sont mis en scène sur Facebook, jouant les fanfarons et revendiquant clairement leurs crimes. Et l'un d'entre eux a même dit « Je ne regrette rien de ce que j'ai fait ». C'est ça. C'est ça. Question de batterie, hein, ça arrive. Deuxième constat, les mineurs apparaissent comme surreprésentés dans la délinquance. Si l'on s'en tient aux
statistiques nationales, les 10-18 ans représentent 13% de la population française, mais près de 20% des faits enregistrés de délinquance. On a donc une surreprésentation des mineurs dans la délinquance générale. Troisième aspect, la délinquance des mineurs est un phénomène polymorphe, multiforme. On les retrouve dans toutes les formes de délinquance, que ce soit contre les personnes ou contre les biens, qu'il s'agisse des violences, des vols, des agressions sexuelles, des outrages, des rébellions à agents de la force publique, des trafics de stupéfiants, etc., etc. C'est donc une erreur de penser que le mineur ne commette que des incivilités, comme on le dit très pudiquement. Ils peuvent être des criminels en puissance. Quatrième constat, près de la moitié des actes de délinquance commis par les mineurs sont le fait d'une extrême minorité d'entre eux, à peine 5% si on se réfère aux statistiques. Autre chiffre éloquent, selon un rapport établi par la sous-direction de la statistique du ministère de l'Intérieur, il y a 2 ans, 60% des mineurs ont récidivé dans les 5 ans qui ont suivi leur condamnation. Il y a donc un phénomène de réitération, de récidive, qui reste important. Alors, comment s'exprime cette délinquance des mineurs? Je dirais qu'elle s'exprime d'abord par les violences urbaines et les violences scolaires qui ont pris une importance considérable ces dernières années. Alors, depuis la fin des années 70, on retrouve en effet massivement les mineurs dans toutes les violences urbaines qui ont secoué nos quartiers de banlieue. Certains se souviennent bien sûr des émeutes de novembre 2005 qui ont secoué nos quartiers. Alors on peut interpréter ces violences sous différents prismes, mais je pense qu'elles s'inscrivent d'abord dans un cycle de défiance à l'autorité, une défiance vis-à-vis de l'autorité de façon générale, qu'elle soit représentée par la police nationale, les enseignants, les chauffeurs de bus, etc. Enfin bref, tous les acteurs de la ville qui interviennent dans ces quartiers sensibles et qui sont directement victimes de ces violences. Ces violences s'expriment également dans une espèce de sous-culture de banlieue qui favorise le repli communautaire, les ressentiments anti-institutionnels et la violence qui devient un peu comme un mode d'expression normal. Alors, le policier, ou le keuf, comme on le désigne régulièrement dans certains de ces quartiers, c'est un peu l'ennemi intime. Je dirais qu'il est souvent considéré comme le représentant d'une bande rivale et non pas comme le représentant d'une institution ou d'un service public qui va rendre un service à la population. Alors, les statistiques montrent également un phénomène d'ethnicisation qui est assez fréquent. Je dirais un phénomène d'ethnicisation qu'on retrouve dans nos quartiers malheureusement. Dans les années 70, beaucoup de ces bandes étaient black, blanc, beurre. Aujourd'hui, on a tendance à avoir des phénomènes d'ethnicisation qui sont assez révélateurs d'une société qui a du mal à vivre son identité de façon sereine. En ce qui concerne, si vous le permettez, on va aborder les questions de violence scolaire qui sont importantes. On en a parlé également hier avec ce fameux faux fait divers qui a alerté médias, hommes et femmes politiques, j'en passe et des meilleurs. La morale de cette histoire, c'est que des fois, il vaut mieux attendre un peu avant de se lancer comme cela dans l'arène, quitte ensuite à apparaître comme ridicule. Mais il paraît que le ridicule ne tue pas, mais peu importe. Pour revenir plus sérieusement sur ces questions de violence scolaire, nul ne peut ignorer que ces violences sont concentrées dans les fameuses 751 zones urbaines sensibles que comprend notre pays. Les statistiques de la délinquance des mineurs, vues par l'Éducation nationale, c'est près de 80 000 actes graves tous les ans. Alors, comme toutes les statistiques, je pense que ces faits sont largement sous-évalués. Il faut savoir que bon nombre de faits ne sont pas portés à la connaissance des autorités de l'Éducation nationale. Et aussi, il faut le savoir, même si ce n'est pas une généralité, certains chefs d'établissement, pour préserver la bonne réputation de leur établissement, ne portent pas à la connaissance du ministère certains faits dont ils ont en principe autorité. Alors, cette délinquance des mineurs, qu'elle s'exprime à l'école ou dans la rue,
elle accentue aussi le sentiment d'insécurité dans la population. Et on l'a vu avec ce beau sondage que M. Kahn a précisé, a développé tout à l'heure. Le sentiment d'insécurité, il est important. Il doit être traité au même niveau et avec la même préoccupation que l'insécurité proprement dite. Alors, la dernière enquête de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales montre clairement que les jeunes, en gros les 16-25 ans, apparaissent comme la catégorie la plus représentée comme source d'insécurité et de violence. Alors quand on a fait le constat, se pose la question, que faire ? Il y a, à mon avis, une priorité, c'est de renforcer les différents maillons de ce qu'on appelle la chaîne d'autorité dans sa généralité. Et le premier maillon de cette chaîne d'autorité, c'est l'éducation, c'est les parents. Il ne peut pas avoir de justice des mineurs efficace sans associer les parents qui représentent de facto le premier échelon de l'autorité dans ce pays. Alors les parents doivent être en première ligne, on l'oublie souvent, dans la prévention de la délinquance. Il est impératif, bien évidemment, de responsabiliser et de soutenir non seulement les parents qu'on dit démissionnaires, je mets bien démissionnaires entre guillemets, car il y a aussi des parents dépassés qu'il ne faut pas culpabiliser. Ceux-là doivent être aidés prioritairement. Alors ces parents, bien sûr, ils doivent être soutenus parce qu'ils sont là d'abord, dans un premier temps, pour transmettre des valeurs qui manquent cruellement dans notre société, en particulier qui sont essentielles dans ce qu'on appelle le vivre ensemble, la vie en collectivité. Malheureusement, pendant trop longtemps, les parents ont été écartés par un État providentiel qui voulait éduquer, qui voulait instruire et qui a oublié, pour des raisons diverses, souvent idéologiques, il faut le reconnaître, de prendre en compte l'autorité parentale, de leur donner ce rôle, cette importance qui est la leur et qui est essentielle dans l'éducation et dans la transmission des valeurs. Il a fallu attendre le début des années 90 pour que l'État se résigne à créer des réseaux d'aide à la parentalité. Il a fallu attendre 2002 pour qu'on crée des conseils des droits et des devoirs des familles qui fonctionnent bien. Malheureusement, beaucoup de villes, pour des raisons qu'on ignore, refusent de mettre en place ces conseils des droits et des devoirs des familles qui permettent de convoquer les parents pour leur expliquer qu'ils ont un rôle important dans l'éducation de leur enfant, éventuellement de leur faire de la morale sans ce côté un peu péjoratif, mais en tout cas de transmettre des informations que souvent ils n'ont pas accès. Malheureusement, ces dispositifs, il faut aussi le reconnaître, sont souvent peu adaptés, notamment avec les parents d'origine immigrée, dont beaucoup ont du mal à exposer publiquement par pudeur leur situation, mais aussi parce qu'ils ne maîtrisent tout simplement pas le français. Je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui mettre en place des dispositifs de prévention de la délinquance dans des quartiers sensibles quand on a affaire à des familles qui ne maîtrisent pas le français. Je pense que l'éducation, elle passe d'abord par la maîtrise de la langue nationale, qui reste, selon moi, prioritaire. En ce qui concerne l'école publique, bien sûr qu'elle a un rôle à jouer, et ce rôle est central, notamment parce que l'école a un objectif, c'est de former les esprits, en plus de citoyens, mais elle doit, cette école, affirmer la discipline et la sécurité comme prioritaire. Je pense qu'il est bien sûr illusoire d'imaginer l'école comme un sanctuaire, inviolable. L'école, c'est d'abord un lieu de transmission, il doit être ouvert à la société, mais en même temps, on ne peut pas négliger que des mesures de sécurité doivent être mises en œuvre, tout simplement pour éviter l'intrusion extérieure de personnes qui viendraient perturber la scolarité, qui viendraient agresser les élèves, agresser les enseignants. Donc cet aspect-là, il doit être pris en compte. Alors on parle beaucoup de vidéosurveillance ou vidéoprotection, appelons-le comme on veut. Moi j'appellerais ça vidéosurveillance, ça ne me choque pas. C'est un outil qui pour moi est assez efficace. Malheureusement aujourd'hui, seuls 10% des 8000 établissements français, 10% des 8000 établissements français en sont dotés. Bon, en sont dotés. C'est vrai que ça coûte cher, mais en même temps, il existe des fonds, le fonds de prévention de la délinquance, qui permet aux établissements de s'équiper, mais beaucoup, pour des raisons souvent idéologiques, n'en font pas appel. Et pourtant, on sait que l'impact en termes de prévention et de répression des délits est important. La vidéosurveillance est un outil pour les enquêtes. Ça permet d'enregistrer des images, de les sauvegarder pendant 30 jours. Et c'est utile pour les enquêteurs pour pouvoir élucider des affaires, interpeller les auteurs et les déférer devant la justice.
Mais bien sûr, vous me direz que les caméras ne remplaceront jamais les hommes. Il faut bien sûr des personnes, du personnel qualifié pour utiliser les images. Et malheureusement, ce qui pêche, c'est souvent la formation de personnel d'éducation qui soit capable de visionner les images, d'interpréter et de les mettre à disposition des forces de l'ordre. Alors bien sûr, on a également parlé des portiques de détection. Les portiques de détection de métaux, on en parle régulièrement et en général après chaque agression. Alors je serai plus réservé. L'idée peut apparaître séduisante sur le plan intellectuel, mais la question se pose, comme à chaque fois, comment la mettre en œuvre? On peut mettre des détecteurs de métaux dans les établissements, comment le mettre en œuvre concrètement? Et c'est là que se posent les problèmes. Qui va faire la fouille des cartables? On manque de personnel dans de nombreuses écoles. Avec quel officier de police judiciaire? Puisqu'une fouille de cartables, c'est assimilé à une fouille judiciaire, donc qui ne peut être faite que par un officier de police judiciaire en flagrant délit. Autant de questions qui restent sans réponse. On connaît donc des obstacles juridiques à la mise en place de tous ces détecteurs et de toutes ces mesures. Parlons, si vous permettez, des uniformes à l'école. L'uniforme à l'école, je suis particulièrement favorable. Je pense qu'il mériterait d'être expérimenté dans toutes les écoles publiques. L'uniforme scolaire, le même pour tous, sur lequel serait apposé par exemple l'écusson de l'école, permettrait en fait d'apporter une dimension égalitaire au sein de la classe qui manque cruellement. Aujourd'hui, c'est la dictature des marques, c'est à celui qui va porter le plus beau jean, la plus belle veste, les plus belles baskets. Ça fait l'objet de nombreux rackets. Aujourd'hui, c'est devenu un véritable défilé de mode, si on en entend certains enseignants dans certaines écoles. Je pense que l'uniforme égal pour tous les enfants de France, quelle que soit leur origine sociale, quelle que soit leur origine ethnique ou autre, serait un facteur de discipline et surtout un facteur d'égalité au sein des écoles. C'est la raison pour laquelle j'y suis particulièrement favorable. Il a été mis en place au Royaume-Uni, il a été mis en place au Japon, en Inde, qui sont loin d'être des dictatures, et ça marche parfaitement bien. Donc je pense que ça serait une option qu'il faudrait expérimenter de façon rationnelle. Et ça coûterait surtout moins cher aux parents qui sont soumis aussi à une pression des enfants pour avoir le plus beau vêtement, pour pouvoir le montrer tranquillement à ses amis et dans une espèce de concurrence un peu malsaine. On a parlé également de l'encadrement militaire. On en parle régulièrement lorsqu'il y a des élections. C'est dommage que les élections soient les seuls moments propices de réflexion. Je pense que les meilleures lois sont votées en dehors des élections, en dehors des campagnes électorales, et surtout lorsqu'on évite la démagogie. Alors, on a depuis nombreuses années mis en place des établissements publics d'insertion de défense, les EPID. Les lois ont été votées en 2012. Elles prévoient un service citoyen de 6 à 12 mois pour les mineurs délinquants de plus de 16 ans dans le cas d'un sursis avec mise à l'épreuve. Je pense qu'on pourrait expérimenter ces EPID. Ça a été mis en place, mais comme à chaque fois en France, on fait voter des lois, mais on ne se donne pas toujours les moyens de les mettre en place, faute de budget, faute de volonté politique, tout simplement parce que l'alternance politique permet difficilement de faire du travail à long terme. L'idée est intéressante, d'autant plus qu'elle viendrait suppléer un peu la suppression du service militaire que je déplore personnellement. L'armée reste encore une source de rigueur et de discipline qui manque cruellement à des publics en mal de repères comme les délinquants mineurs. Le troisième maillon de la chaîne, c'est bien sûr la police et la gendarmerie qui sont au cœur des dispositifs de prévention et de répression. Mais les forces de l'ordre sont soumises à deux problématiques principales. Elles doivent agir bien évidemment de façon réactive lorsque des faits de délinquance se déroulent, mais en même temps, elles doivent mener un travail de prévention à long terme. Donc ce sont souvent des logiques qui ne sont pas toujours compatibles, mais qu'il faudrait rendre complémentaires. Il n'y a pas de police qui soit plus sécuritaire, plus axée vers la répression, et une autre qui serait plus axée vers la prévention. Les deux sont intimement liés. Toute la répression rend service, est au service de la prévention, et la prévention est au service de la répression, et les deux doivent pouvoir être conciliés avec cohérence. Alors, vous savez que la police intervient beaucoup. Elle intervient d'abord dans les écoles. Il existe des correspondants éducation nationale dans tous les commissariats de France. Ce sont des policiers qui sont spécialement formés pour cette tâche et qui sont des interlocuteurs privilégiés de tous les établissements à leur service. Et ils viennent régulièrement dans les écoles pour faire de la sensibilisation aux dangers de la drogue, notamment, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, que le cannabis, c'est cette fameuse drogue douce que je mets entre guillemets, puisque c'est une drogue qui fait énormément de dégâts, surtout chez des adolescents qui sont en voie de construction.
Et donc ces policiers viennent régulièrement et sont sollicités, je dirais toujours avec un grand plaisir, puisqu'ils apportent un regard pragmatique, ils apportent un regard extérieur à des élèves qui très souvent considèrent que le cannabis c'est une drogue douce et qui va peut-être leur permettre d'oublier leur petit malheur quotidien. Mais ce qui est loin d'être le cas, bien évidemment. Je suis bien sûr favorable à tous ces dispositifs. On a parlé aussi de l'opération Ville-Vie-Vacances qui est mise en place dans certains quartiers où les policiers interviennent, qui permettent en fait à des policiers d'encadrer ces jeunes pendant les vacances scolaires. On sait très bien que des jeunes qui ne sont pas encadrés, c'est des sources de délinquance, c'est des sources de violence et de désordre dans les quartiers. Donc ça fonctionne bien. Il y a 800 000 élèves qui tous les ans profitent de ces dispositifs. Enfin, mais bien évidemment, s'il faut mettre en place toutes ces mesures, un policier, ça reste un policier, ce n'est ni un éducateur de rue, ni un curé de village, même si parfois il nous arrive de recueillir certaines confessions. Mais je crois que chacun doit rester à sa place. Le tout, c'est de faire travailler des gens qui, parfois, pour des raisons idéologiques, ont du mal à travailler ensemble. On a beaucoup parlé du secret partagé, beaucoup d'enseignants, beaucoup d'éducateurs spécialisés, certaines assistantes sociales ont du mal à travailler avec la police pour des raisons qui nous échappent parfois, mais qui mériteraient peut-être une réflexion, parce que, bien évidemment, on est tous partie prenante dans cette logique de lutter contre la délinquance des mineurs, de lutter contre la délinquance de façon générale. Et je crois qu'on a tout intérêt à travailler ensemble, alors que lorsque vous allez dans certains pays anglo-saxons, j'y suis allé plusieurs fois aux États-Unis, on a des éducateurs qui travaillent avec les policiers, qui sont intégrés aux équipes pluridisciplinaires, et ça ne pose aucun problème. Donc je crois qu'il faudrait mettre fin à cette logique catégorielle qui favorise ni les uns ni les autres. Ensuite, pour terminer, je voudrais dire un petit mot sur la justice des mineurs. Bien évidemment, cette justice des mineurs est pauvre, elle manque de moyens, elle manque de personnel, et il faudrait aussi qu'elle soit un peu plus réactive. Il faut savoir qu'entre le moment où une infraction est relevée, donc plainte, le plus souvent des cas, et au moment où l'affaire passe ou pas devant le tribunal, il peut se passer entre 20 et 24 mois. Ça n'a pas de sens. Ça favorise largement le sentiment d'impunité. C'est une insulte aux victimes. C'est vraiment pas à la hauteur de la 5e ou la 6e puissance que représente la France. Je veux dire, on a une justice qui, de façon générale, est pauvre. On a des budgets qui sont ridicules, même si de gros efforts ont été faits ces dernières années. Donc je pense qu'il y a une grosse priorité à faire au niveau des moyens alloués aux juges, parce qu'il manque des juges d'instruction, il manque des juges pour enfants, il manque des éducateurs spécialisés, et ça devrait être une priorité. Je pense qu'également, il faudrait privilégier, en ce qui concerne les délinquants, ce qu'on appelle les primo-délinquants, les réponses réparatrices. On ne sait pas réparer en France. La prison, ça ne peut pas être la solution pour tous les phénomènes de délinquance. La prison, de façon générale, c'est mon point de vue personnel, doit être réservée aux multirécidivistes. Les multirécidivistes, vous voyez, c'est ces fameux 5% de délinquants qui commettent 50% des faits. Et on ne sait pas régler ces problèmes de récidivistes. On fait très souvent du saupoudrage en termes de moyens, du saupoudrage législatif, alors qu'il faudrait axer prioritairement sur ces multirécidivistes, ceux qui ne respectent rien, qui n'ont aucun respect pour la vie humaine et qui doivent être traités de façon ferme par les juges et par la justice pénale. Alors, on parle souvent de cette fameuse ordonnance de 1945, M. Pradel l'a évoqué tout à l'heure. Je ne pense pas qu'elle soit particulièrement laxiste. Cette ordonnance de 1945, elle met à disposition du juge tout un arsenal répressif, placement en foyer, centre éducatif fermé, détention au sein des établissements pénitentiaires pour mineurs. Le problème de cette justice des mineurs, c'est qu'elle manque de réactivité. Je vous l'ai dit, entre 20 et 24 mois pour qu'une affaire soit traitée, c'est trop. Elle manque également de moyens, ça on l'a également dit. Bien sûr, moi je ne jetterai pas la pierre aux magistrats. Nous savons tous qu'il manque de moyens, comme tout le monde. Il manque des greffiers. Il y a des éducateurs en nombre insuffisant dans les PJJ. C'est une réalité qui n'est pas nouvelle. De nombreuses lois ont été votées ces dernières années, et notamment mis en place des centres éducatifs fermés. Ils ont injustement été comparés aux prisons, alors qu'on sait que dans les CEF, dans les centres éducatifs fermés, c'est la logique d'insertion sociale et professionnelle qui prime, contrairement aux prisons où c'est la détention qui est prioritaire. Alors le projet, c'était les engagements du candidat Hollande en 2012, c'était de doubler leur nombre.
Je ne pense pas qu'on en soit encore arrivé là, et pourtant il faudrait y aller. Je n'aurais pas la naïveté de croire que le suivi en milieu ouvert est adapté aux mineurs récidivistes. Hein. Le suivi des mineurs récidivistes, il ne peut être traité que dans un cadre carcéral avec des moyens. Le cadre ouvert n'est pas adapté aux mineurs récidivistes, parce qu'on le sait, et Dieu sait que l'actualité nous donne régulièrement des preuves de ce que j'avance. La prison doit être réservée vraiment aux récidivistes, et on peut mettre en prison, c'est pas le cas puisque la justice des mineurs ne le fait pas, mettre en prison des primo-délinquants, ça n'a aucun sens. Je ne vais pas non plus je ne pense pas non plus que la justice des mineurs se soit durcie ces dernières années, contrairement à ce qu'on entend ici et là. L'ordonnance de 1945 a été modifiée à plus de 30 fois, ce qui est beaucoup trop. Et quant à la part des mineurs dans la population carcérale, elle est faible en France, contrairement à ce qu'on peut dire. À peine 1,3% des 800 détenus mineurs sur le territoire français. Donc on a un taux d'incarcération des mineurs qui est largement inférieur à la moyenne européenne, 2 fois plus importante en Grande-Bretagne, 3 fois plus importante en Allemagne. Enfin, je pense que la priorité, c'est aussi de former et de valoriser tous les métiers de la prévention de la délinquance. Tous ces métiers issus de la médiation, qui ont pendant trop longtemps été dévalorisés. Hein. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut former des médiateurs qui soient à la hauteur des exigences, à l'instar de ce qui se passe aux Pays-Bas, hein, dans les pays du Nord, où depuis très longtemps, ils ont formé des médiateurs efficaces au service de la justice. Enfin, pour terminer, je dirais qu'il faut rompre avec cette fameuse culture de l'excuse qui imprègne trop souvent les professionnels de la justice. La confusion entre la délinquance et la crise économique et sociale est devenue insupportable et encore plus aux victimes. Je crois que les premières victimes de cette délinquance des mineurs, ce sont d'abord les populations de ces quartiers sensibles qui attendent de la justice de la fermeté, surtout quand elle concerne des multirécidivistes. La pauvreté, ce n'est pas le moteur de la délinquance des mineurs. Je crois que ce qui est le moteur de la délinquance des mineurs, c'est le besoin d'acquérir le bien de l'autre, la propriété de l'autre, à tout prix, dans cette société matérialiste où on considère que détenir donne une âme, détenir donne une identité. Donc je pense que, attention à ces logiques un peu simplistes qui consisteraient à justifier, à expliquer la délinquance des mineurs uniquement par des considérations socio-éducatives, socio-culturelles ou alors socio-économiques. On est loin de tout ça, c'est un phénomène beaucoup plus complexe. Je voudrais dire un petit mot, si vous permettez, sur les CLSPD, hein, vous savez, ces fameux conseils locaux de sécurité et de la prévention de la délinquance qui sont sous la présidence des maires. Ces CLSPD associent tous les acteurs de la ville, mais on peut déplorer que très peu de magistrats du parquet y participent. C'est dommage, car les magistrats du parquet, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de travail, ils sont submergés de travail, de missions, mais le fait d'être présent dans CLSPD apporterait un peu plus de cohérence à toutes ces politiques de prévention qui sont menées au niveau municipal. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed. Voilà, je voulais vous remercier pour votre attention. Je suis prêt à vous répondre à vos questions. Excusez-moi d'avoir été un peu long, mais j'ai dit tout ce que j'avais à me dire. Voilà, je vous remercie.